Et vous venez de l'entendre, on parle beaucoup en ce moment de ceux qui partent, ces migrants qui, par choix ou justement parce qu'ils n'ont pas le choix, décident de quitter leur pays à la recherche d'une vie meilleure. Mais qu'en est-il de ceux qui restent, ceux qui continuent de faire face à une crise économique, à une guerre, à des persécutions? Qui sont-ils? Comment vivent-ils le départ de leurs proches? Pourquoi ne partent-ils pas eux aussi? C'est avec vous, Célia Kurdifed, que l'on va en parler. Bonsoir. Bonsoir. Vous apprêtez à publier un ouvrage intitulé Ceux qui restent aux éditions du Rocher. Vous êtes allé à la rencontre de plusieurs dizaines de personnes qui résident dans 5 pays différents. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup moins des personnes restées au pays. Qui sont-elles? Quel est leur profil? Alors d'abord, il y a ceux que les chercheurs appellent les laissés pour compte. C'est ceux qui auraient pu partir avec leurs proches, mais qui n'ont pas pu, faute de moyens, et qui subissent encore aujourd'hui les conséquences, que ça se soit plutôt bien passé, entre guillemets, ou mal passé. Il y a aussi ceux qui sont plutôt en résistance contre le régime de leur pays dans lequel ils vivent toujours et qui s'opposent à toute forme d'émigration et qui, eux, tentent d'acquérir des droits ou d'aider d'autres citoyens qui seraient en difficulté. Et il y a aussi parmi ceux-là ceux qui restent pour le moment mais qui s'apprêtent à partir parce qu'ils ne supportent plus les conditions de vie dans leur pays. Vous avez écrit notamment à propos du Sénégal, les femmes ne partent pas, elles restent, elles attendent, elles prennent la place du chef de famille dans la douleur et l'indifférence. Vous avez choisi de vous intéresser à 5 pays à travers le récit d'habitants restés sur place. Pourquoi ces pays-là, le Sénégal, l'Afghanistan, le Guatemala, le Liban et la Tunisie? Alors, le Sénégal, parce que c'est là que tout a commencé. J'ai travaillé beaucoup sur ces questions-là depuis 2017. Donc, c'est là-bas que j'ai rencontré les premiers proches d'émigrés qui m'ont confié leurs témoignages et du coup, où j'ai pu commencer à voir quelles conséquences pouvait avoir une émigration plutôt massive d'un pays sur une population et des familles. L'Afghanistan, avec la particularité du retour au pouvoir des talibans depuis le 15 août 2021. Et le Guatemala, parce qu'il y a une immigration infantile qui est plutôt peu connue et dont on entend très peu parler. Oui, c'est un cas à part. C'est-à-dire qu'au Guatemala, ce ne sont pas les hommes forts qui partent, ce sont les enfants, parce que c'est plus facile d'immigrer quand on est mineur. Oui, c'est ça. Il y a, depuis 2020, il y a un article qui s'appelle le Title 42 qui a été voté par le gouvernement américain qui prévoit de durcir les modalités d'entrée pour les adultes qui viendraient d'Amérique centrale et latine. Et donc, c'est entre guillemets plus facile pour les enfants d'accéder aux États-Unis. Ils ne sont pas rejetés d'emblée comme les adultes. Alors chaque pays est un cas particulier. On va s'intéresser à l'Afghanistan pour commencer. Beaucoup restent parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est une prison à ciel ouvert. Vous écrivez, accusant des problèmes techniques, les talibans ne délivrent les passeports qu'au compte-gouttes depuis leur installation dans les administrations du pays. Il est parfois possible d'en obtenir avec certains talibans corrompus pour près d'1 millier d'euros. Concrètement, les personnes qui sont sur place en Afghanistan, ce n'est pas par choix, c'est parce qu'elles n'ont absolument pas la possibilité de quitter le pays. Oui, j'en ai rencontré beaucoup. D'ailleurs, toutes les personnes que j'ai rencontrées, c'était ce cas-là. Elles n'ont pas eu la possibilité de quitter l'Afghanistan le 15 août 2021 lors des évacuations mises en place notamment par les Occidentaux. Et aujourd'hui, elles se retrouvent livrées à elles-mêmes, les femmes particulièrement, qui n'ont plus le droit de sortir de chez elles sans être accompagnées par un homme, qui n'ont plus le droit d'aller à l'université, pour les jeunes filles à l'école, au collège et au lycée, qui n'ont plus le droit de travailler, et les hommes aussi qui sont soumis à beaucoup d'interdictions dans leur vie quotidienne. Et alors, quel regard ceux qui restent portent sur ceux qui partent? Est-ce qu'ils sont jaloux? Est-ce qu'ils y voient leur intérêt? Je lis le témoignage d'un Tunisien que vous citez. J'ai longtemps considéré tous ces départs comme un abandon, mais maintenant je comprends que tous ces gens veuillent juste aspirer à un avenir meilleur et que ce n'est pas près d'arriver ici, en Tunisie. Oui, alors sur la Tunisie, c'est un cas particulier parce que je me suis intéressée à l'exil LGBT+. Mais ce Tunisien-là et d'autres, et aussi dans d'autres pays, confient effectivement ce sentiment d'abandon. Mais il y en a d'autres qui considèrent que ceux qui partent sont plutôt courageux, des héros et forcent justement toute admiration.
Il y a ceux qui, effectivement, sont des héros et qui permettent finalement de faire vivre leur famille restée au pays. Vous écrivez à propos du Sénégal, des étages poussent sur les maisons, des téléviseurs font leur apparition. Ils peuvent s'acheter là-bas une voiture et des moteurs plus puissants pour leur bateau de pêche. Donc finalement, c'est une immigration qui est profitable à ceux qui restent. Mais il y a aussi ceux dont c'est le début du calvaire, lorsque les parents ne donnent plus signe de vie. Toujours à propos du Sénégal, les candidats à la migration sont bien souvent des hommes forts de la famille et quand ils disparaissent en mer, tout s'écroule pour ceux qui restent, les femmes, les enfants, mais aussi les parents. Oui, tout à fait. D'abord, pour revenir sur la première partie de ce que vous venez de dire, il y a effectivement des victoires pour certains foyers parce que ça leur permet un certain développement, mais il y a aussi énormément de défaites. Vous parliez du Sénégal, mais j'ai aussi une citation d'une Guatémaltèque qui a laissé partir son fils de 14 ans et qui m'a dit « Oui, c'est une victoire parce qu'aujourd'hui, j'ai pu construire ma maison avec du béton et plus en adobé, donc c'est fait de terre cuite et de paille, mais il y a derrière beaucoup, beaucoup de défaites parce que mon fils, je ne sais pas quand est-ce que je le reverrai, peut-être jamais, parce que les visas sont tellement difficiles à avoir aux États-Unis une fois qu'on y est entré que c'est compliqué de revenir au Guatemala. Et pour revenir sur ceux dont l'espoir s'évapore en même temps que le parent disparaît ou décède sur le chemin de l'exil, effectivement, pour eux, les conséquences sont dramatiques parce que bien souvent, ils doivent soit travailler 2 fois plus ou bien alors rogner encore plus sur leur mode de vie. Et vous avez à ce titre justement un cas spécifique dont vous vouliez nous parler, quelque chose que vous souhaiteriez porter à notre connaissance, un personnage en particulier? Oui, c'est une rencontre marquante au Sénégal. Elle s'appelle Aïdaba. Elle réside dans la région de Tambacounda, dans le sud-est du Sénégal. Et alors, cette dame, elle a perdu son mari il y a 10 ans. Il n'est pas mort, mais il est porté disparu depuis 10 ans. Son mari lui a imposé le choix de rester, c'est-à-dire qu'elle n'a pas pris part à la décision du départ de son mari. Et aujourd'hui, elle est critiquée par les hommes du village parce qu'elle a pris la place de son mari. C'est celle-là. Exactement. Elle a pris la place de son mari, elle a pris la place du chef de famille, mais dans la douleur et l'indifférence. Et aujourd'hui, les vieillards du village la critiquent parce qu'elle travaille trop, entre guillemets. Évidemment, elle a pris plusieurs emplois pour subvenir aux besoins de ses 6 enfants. Et donc, pour elle, c'est une double peine parce qu'elle a plus son mari et en plus, elle est critiquée. Elle doit travailler beaucoup plus, donc évidemment, elle était très marquante. Pour ceux qui restent, c'est le calvaire. Il y a aussi ceux qui restent par militantisme, par conviction qu'il faut changer les choses de l'intérieur, et c'est notamment le cas en Tunisie, pour la lutte en faveur des droits des homosexuels, ou en Afghanistan, avec ces écoles clandestines qui fleurissent, et il y a des gens très courageux sur place qui tentent de continuer à éduquer les petites filles notamment? Oui, parce que quitte à rester sur place et à ne plus pouvoir rien faire, il y a des personnes, et c'est beaucoup de femmes, qui en réalité continuent de résister pour essayer de vivre, de survivre en tout cas dans cette prison à ciel ouvert qu'est l'Afghanistan. Et oui, elles essayent de mettre en place des mécanismes pour que plus de filles possibles, de femmes possibles, continuent de pouvoir être éduquées, d'aller à l'école et aussi de travailler. Et donc, quand on dit travailler, c'est aussi gagner de l'argent parce que de nombreux hommes aussi sont partis, ont laissé beaucoup de femmes derrière eux afghanes. Et si elles ne peuvent pas travailler, ce que considèrent les talibans, elles ne peuvent pas nourrir leur foyer. Donc, c'est un peu un cercle vicieux. Malgré tout, il y a des choses qui sont faites pour ceux qui restent. Il y a des ONG, des États qui tentent de se mobiliser. Il y a des cellules psychologiques mises en place, des déblocages de fonds. On essaye de dissuader les gens de partir, de les sensibiliser à cette question. Ce n'est pas suffisant, selon vous ? Alors, c'est surtout que c'est très récent. Par exemple, au Guatemala, on a ce qu'on appelle des Quédate Centers. Donc, c'est des centres pour inciter les jeunes à rester, leur montrer qu'un avenir est possible dans leur pays. Mais c'est tout récent, ça date d'il y a 2 ans. Et il y en a seulement 2 dans tout le pays, dont dans les régions qui sont le plus touchées par ces départs. Mais pour l'instant, ça n'a pas encore fait ses preuves. Et dans d'autres pays, c'est le cas, mais ça va être des associations qui n'ont pas forcément tous les financements pour. Et c'est au compte-gouttes, en fait. Je vous fais réagir également à l'actualité brûlante, cette réforme migratoire qui est à l'étude en ce moment, qui est en train d'avancer en Europe. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça va dissuader tous ces gens de vouloir trouver un avenir meilleur en Europe? Le problème, c'est qu'une fois de plus, je pense qu'on prend la question d'une manière plutôt en réaction à un flux qu'on dit massif d'arrivée et pas en prévention, justement, comme on vient d'en parler. Et donc,
Si on prend le problème par le côté, il faut absolument empêcher des personnes d'arriver jusqu'à nous, ça ne pourra pas marcher parce que si je prends encore un exemple qui est dans mon livre, on ne se pose peut-être pas les bonnes questions sur les responsabilités qu'on peut avoir parfois dans ces départs massifs. Par exemple, depuis les côtes sénégalaises, en ce moment et déjà depuis 10 ans, il y a beaucoup de pêcheurs qui partent. Pourquoi ? Parce qu'il y a une raréfaction de leurs ressources halieutiques, des poissons. Il n'y a plus de poissons, ils n'arrivent plus à pêcher de poissons parce que le Sénégal a signé déjà depuis 20 ans des accords avec l'Union européenne, avec la Russie, avec la Chine, pour que leurs chalutiers viennent pêcher dans leurs eaux, qui sont par ailleurs réputées comme étant les plus poissonneuses au monde. Et aujourd'hui, les gros chalutiers occidentaux raclent tous les fonds marins du Sénégal, et les pirogues, qui sont au nombre de 15 000 au Sénégal, même si elles sont nombreuses, elles ne font pas le poids face à des chalutiers qui raclent tous les fonds marins, quoi. Donc il y a une part de responsabilité de la part également des pays qui accueillent. On parle de ceux qui partent, de ceux qui restent. Est-ce qu'il y a ceux qui reviennent ? Oui, bien sûr, de plus en plus. Il y a ceux qui reviennent, mais surtout par obligation, parce qu'ils ont été expulsés du premier pays où ils sont arrivés. Et pour eux, il y a un énorme sentiment d'échec, déjà parce que parfois, face à leur famille, ils ne savent plus trop où se mettre, parce qu'il y a énormément d'économies qui ont été misées, entre guillemets, sur eux. Ça coûte cher de partir. Ça coûte cher de partir. La population la plus modeste, finalement, qui quitte... Et c'est aussi, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est les plus éduqués qui partent. Donc, par exemple, au Guatemala, c'est les enfants qui ont été à l'école, qui sont promis dans la famille, qui ont appris l'anglais. Partent. Oui, exactement. Donc ça, c'est un premier point. Et ensuite, j'ai perdu le fil de votre question. Que ceux qui reviennent, pour eux, c'est très difficile. Oui, pour eux, c'est très difficile. Et il y a très peu de mécanismes de soutien, notamment psychologique, et d'encadrement, de retour, par exemple, à l'emploi dans leur pays d'origine. Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Célia Coordifet d'être venue nous parler de votre livre « Ceux qui restent » aux éditions du Rocher, qui sera donc publié, qui paraîtra la semaine prochaine, c'est bien ça ? Oui, mercredi prochain. Et c'est noté. Merci à vous.